Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Moi ça va bien, j'espère que toi tu vas un petit peu mieux parce que tu traînes une vieille grippe. Ouais, ça va, je vais pas me plaindre. Non. Encore un week-end et on est bon. Ouais, mais c'est le week-end le plus important où il faut être... Il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup à bouger. Voilà. Aujourd'hui c'est optionnel comme l'équipe de Suisse. Pas d'entraînement, on est bon. Ça ira, demain on est à fond. Alors donc si on est à ce micro puis qu'on a un peu plus le sourire que l'année passée à pareille époque, c'est parce que la Suisse a vaincu... le signe germain, je disais, a battu cette équipe d'Allemagne dans un match à élimination directe. Ça n'a pas été facile. Je pense que jamais l'équipe de Suisse a mis une tannée à l'Allemagne dans ces matchs-là, même s'ils étaient des fois plus forts dans le jeu. Victoire 3-1 avec un troisième but dans la cage vide. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ça s'est joué à pas grand-chose, mais honnêtement, dans le match, à part peut-être quand Kaoun touche le poteau alors qu'il y a 2-1 pour la Suisse, oui. Moi j'ai vu une équipe de Suisse qui était assez dominante en fait et qui a jamais fait caca aux culottes, si je peux dire. Ouais, c'est une équipe qui a, comme d'habitude, été excellente à 5 contre 5. Toujours pas de but encaissé depuis le match contre le Danemark. Le deuxième match du tournoi. Donc... L'Autriche. L'Autriche, ouais, le deuxième match du tournoi. Depuis... ça a verrouillé à 5 contre 5. Le jeu de transition est excellent dans les deux sens. Et pas eu de grosses actions. Moi, je voulais dire, je réfléchissais aux 3 étoiles que je voulais mettre. Puis mais est-ce que je mets Giannoni quand même? Puis on a regardé, puis on a réfléchi. Il a été très bon, il n'y a rien à dire. Le but, il peut absolument rien. Kaoun est seul à 5 mètres, il envoie une prune. Mais à part ça, il n'a pas de gros arrêts. Il était solide. Mais pas de là à justifier une passe dans les 3 étoiles. Puis quand tu te qualifies, selon moi, hein, ouais. Et quand tu te qualifies pour une demi-finale sans avoir besoin d'avoir un gardien extraordinaire, c'est quand même que globalement, tu as fait une performance d'équipe vraiment, vraiment solide. Et moi, c'est ce que je retiens le plus de cette victoire. Les 3 étoiles, forcément, si je reprends ton qualificatif, on est obligé de mettre Christophe Berchi, évidemment, pour ses 2 buts. Mais là aussi, pas que pour ça. J'ai l'impression que ça, c'est aussi pour marquer un joueur ou pour mettre en lumière un joueur qui a été crescendo pendant ce tournoi. Il était un peu brinque-ballé de ligne en ligne parce qu'il est assez versatile. Il peut jouer au centre, il peut jouer ailier, il peut jouer en énergie, il peut suivre les joueurs de NHL. Et puis finalement, là maintenant, il est sur une ligne. Tu as eu ce que tu, entre guillemets, voulais avec Turkov comme centre de deuxième ligne. Cette ligne avec Andrighetto, je trouve que des 3, en fait, le binôme Turkov-Berchi est vraiment intéressant et bon pour aller récupérer des pucks, pour aller dans les bandes, aller encrasser l'adversaire. Andrighetto le fait, hein, de temps en temps, il met des boîtes, il n'hésite pas à aller, mais c'est plus, j'ose pas le terme d'artiste, mais c'est plutôt le buteur de cette ligne, si on veut. Mais les 2 autres font vraiment plaisir. Ouais, surtout Berchi, on l'a déjà dit, mais qui a commencé 13e attaquant, qui a joué en première ligne, qui a joué en 4e ligne, qui joue maintenant en 2e ligne. C'est parfait d'avoir un joueur comme ça dans son équipe que tu peux. Il est vraiment plug and play absolument partout. Et le fait qu'il joue en box play aussi énormément, et là il est très précieux. Avec Turkov aussi, ils sont sur la même boîte, on va dire. Et c'était marrant, il nous racontait son but pour le 1-0 où il était déjà tout content d'arriver à la ligne rouge. Puis après il dit ouais bon, il y a un petit peu de place, je pousse jusqu'à la bleue. J'ai pu mettre un peu qu'au but, mais ouais, 95 fois sur 100 où ça rentre pas quoi. Et là j'ai même pas vu comment il est rentré, j'avais plus de jambes. Et voilà, c'est l'effort supplémentaire, le petit truc, le petit pas de plus qu'il a été capable de faire qui a débloqué la situation, parce qu'après ça a quand même aidé l'équipe de Suisse qui fait un excellent début de match. Ouais. Très solide, physiquement dominant. C'est assez rare. Alors Fischer disait à la fin du match que c'était une Allemagne un peu plus petite que d'habitude, un peu moins robuste. Donc c'était aussi un de ses thèmes d'avant-match d'amener de l'impact physique, et ils l'ont vraiment vraiment très bien fait d'entrée. Et le fait d'avoir vite ce 1-0, d'avoir Ishier qui marque le 2-0 derrière, ça a été forcément beaucoup plus simple, même si on regrettera ce deuxième tiers qui était un peu pénible. On disait sur le moment que 2-0 c'est le pire des scores, le pire des avantages à tenir, alors comme je dis à chaque fois, je pense que ouais non, je préfère mener 1-0 que 2-0. Non, je préfère quand même mener 2-0, mais ça reste difficile parce qu'il y a toujours un peu l'envie de continuer à attaquer, mais plus vraiment parce que tu as 2 buts d'avance et puis tu es un peu dans un entre-deux. Il y a 1 ou 2 pénalités un
qui sont venus, comme nous l'a dit Berti d'ailleurs, hein, sont venus un peu couper les jambes, casser le rythme. Il y a Vitus 2-1. Et après, ça redevenait... C'est marrant, mais paradoxalement, au moment où l'Allemagne est revenue à 2-1, c'est là où la Suisse a à nouveau été plus dominante, a un peu plus été vers l'avant, parce que justement, il n'y avait plus qu'un but d'écart, ils ne pouvaient plus se permettre d'attendre l'adversaire. Et ça, finalement, je me demande, alors tu me diras, juste après le 2-1, il y a le poteau de Kaoun. Et si le poteau, il n'est pas extérieur, mais intérieur, peut-être que là, on a déjà enregistré l'épisode de Rage en rentrant de Strava, et puis on n'est pas content. Mais toujours est-il qu'on parle aussi chaque fois des détails qui font la différence. Là, ça a été un détail qui a fait la différence aussi. La pièce est tombée du bon côté cette année. Est-ce que l'équipe de Suisse a fait un match largement meilleur que les autres fois où elle perdait ? J'ai pas l'historique en tête. Je me rappelle que Riga, c'était quand même vraiment, vraiment pas un gros match. Non, il n'y a pas beaucoup d'action. Finalement, on se disait que malgré tout, avec cette qualité, c'était assez frustrant que les joueurs, les Fiala, les Ishier essayaient, mais ça rentrait pas à la balle. Pour le coup, Ishier... C'est pas le but le plus difficile de sa carrière, mais il faut quand même le mettre. Quand tu dois aller mettre ce 2-0 qui est finalement le game-winning goal, mais il est là pour le mettre et on sentait... Alors, est-ce que c'est ce facteur X Romagnosi qui fait que ça tire toute l'équipe vers le haut? C'était ce qu'on espérait. Finalement, on disait, mais c'est dommage l'année passée qu'il n'y ait pas eu, et l'année d'avant aussi à Helsinki, qu'il n'y ait pas ce Romagnosi pour te sortir de temps en temps, alors qu'il n'a pas fait un immense match contre les Allemands. J'ai trouvé qu'il a fait le job, mais il n'a pas eu besoin d'être candidat au Norris, on va dire, pour battre cette Allemagne-là. Non, absolument. L'Allemagne qui, après 2 tiers temps, avait 0,3 expected goals à 5 contre 5. Est-ce qu'on peut dire, à part ça, que... Juste 0, quand même qu'on se rende compte, 0,3 expected goals en 2 tiers temps à 5 contre 5. Donc l'équipe de Suisse a absolument rien donné. Le dernier tiers un tout petit peu plus, mais 0,64. Mais au final, c'était un match, justement, c'est sans power play. L'équipe de Suisse est quasi imbattable face à une équipe comme ça. Pas contre le Canada, évidemment, on en parlera plus tard. Mais je voulais juste revenir sur le goal de Bertia. Quand tu penses qu'en termes de unexpected goal, parce que tu disais que 5 fois sur 100 ou 95 fois, tu penses que c'était un unexpected goal. Toi qui aimes bien les stats avancées pour ce tir. Ouais, là, il est à 5% de goal probability sur les trackings de 49ing. C'est presque bien payé, 5%, honnêtement, je trouve. Mais il faut le mettre, ce but. Il faut mettre le puck au but et puis après espérer qu'une fois ou l'autre que le gardien se trouve un peu, que voilà. L'équipe de Suisse a été assez bonne, a quand même tiré depuis le slot, pas incroyable mais meilleur que l'Allemagne. L'Allemagne s'est fait verrouiller le slot pendant tout le match, ils ont tout le temps tiré de l'extérieur et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à se souvenir de gros arrêts de Leonardo Giannoni. C'est parce que justement la Suisse l'a énormément aidé et derrière quand il peut voir le départ du shoot ou que le shoot vient de loin, il fait le job, quoi. Il y a juste eu un moment, presque la plus grosse action, c'est malheureux parce que ça retombe sur Fora, il défend, il met la canne sur un centre allemand et il coupe au premier poteau, on va dire, et Giannoni là il fait un très bel arrêt, il s'étend sur sa droite pour aller mettre la botte. Je suis pas sûr que ça rentre. J'ai vu un ralenti, je me dis presque que ça passe à côté, mais toujours est-il qu'il va faire l'arrêt quand même à ce moment-là et dans le doute c'est pas plus mal de l'avoir fait. Donc moi j'ai trouvé que globalement on a vu une équipe de Suisse dominante, solide et qui a gagné de manière absolument totalement méritée cette rencontre. Et puis on peut revenir aussi sur une des scènes qui a cette fois pas tourné en désavantage de la Suisse comme on a eu cette séquence avec Fiala contre le Canada. C'était finalement avec Glauser, cette fois c'était un petit peu plus tard, c'était après la 30e. Fiala c'était juste avant la 30e, mais finalement ces deux séquences qui cassent un peu le momentum de l'équipe de Suisse, même si c'était peut-être plus frappant contre le Canada que contre l'Allemagne. Mais là, il y avait 2-0, ça gérait bien. Et puis, il y a cette charge, ce coup de genou, finalement, d'Andrea Glauser sur Jean-Jacques Peterka, où Glauser veut aller avec la canne aussi. Et puis, moi, je trouvais que c'était sévère, presque 2 minutes, parce que je me disais... Tu vas au puck finalement et ils peuvent pas s'arrêter comme ça et que forcément Moi j'y vois quand même un contact au genou. Je suis d'accord. Je vois quand même un contact au genou et disons, je trouve qu'on s'en sort bien avec 2 minutes.
Dire qu'il n'y a rien, je pense que je ne suis pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une faute. Ce qui m'a inquiété, c'est que sur la glace, ils donnent 5 pour aller voir la vidéo. Et derrière, ils doivent tourner la séquence pour donner que 2 minutes, voire 0. Ils auraient pu donner 0 aussi. Hein. Et ils doivent avoir une image concluante pour inverser leur call on the ice. Et visiblement, ça a été le cas. Il y a contact au genou, mais il y a aussi beaucoup de contact avec la hanche. Donc je pense que aussi ils ont peut-être décidé, et j'entends complètement cet argument-là, que le point d'impact, c'est pas le genou, mais c'est la hanche. Ce qui fait que, bien sûr, tu peux pas donner un coup avec la hanche, mais que le genou est pas là, et puis, c'est physiquement impossible. Voilà. Donc que dans la continuation, le genou touche le genou, ben voilà, mais que c'est pas un point d'impact. Ce qui fait la différence. Sur la glace, peut-être qu'ils ont estimé qu'il y avait un point d'impact au genou. Et voilà, donc... je trouve qu'on s'en sort bien dans le sens où il a fallu que la vidéo soit suffisamment concluante pour retourner la décision. Et des fois, tu sais jamais comment les vidéos peuvent être interprétées, les images peuvent être bonnes, moins bonnes, etc. C'était limite. Et là où, comme tu disais, par contre, très justement, au Fiala, ça s'est tourné contre la Suisse. Celle de Glauser s'est tournée en faveur de la Suisse. Par contre, gaffez-vous les open eyes, quoi. Ouais. Parce que l'équipe de Suisse joue physique et c'est une de ses forces. Mais il faut bien le faire. Et quand tu joues physique, on en parlera après contre le Canada, mais que tu veux jouer plus physique que le Canada, ça se tente, c'est une bonne idée. Il faut juste être capable de ne pas exagérer dans l'autre direction et devenir trop physique, on va dire. Il y a une autre scène que je voulais juste mettre en avant, c'est la fin de la deuxième période avec Sven Teller, qui, pour le coup, n'a pas eu le hockey IQ, on va dire, le plus élevé. Quand ça a sonné depuis 2 secondes, il se sent obligé de mettre le puck au fond, puis derrière, il se fait brasser. Là, par contre, le call... Que sur le moment, tu mets 2 minutes pour comportement antisportif à Saint-Hilaire, je peux comprendre. Par contre, derrière, il y a un gars qui va se faire justice lui-même. Lui aussi, il a le droit d'aller faire 2 minutes sur le banc. Et puis, mais non, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que Saint-Hilaire qui a pris 2 minutes. Il n'y a eu aucune conséquence, on n'en parle qu'à moitié. Mais là aussi, il va falloir se montrer un poil plus malin que ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Il y a 2-1, tu mènes ton match, tu peux... Et surtout, il y a un vrai moment. C'est pas sur la sirène qui shoot à la désespérée. Il y a un moment. Et c'est une bonne seconde, en tout cas. Ouais, bien sûr. Et pas me faire croire qu'il croit qu'il est encore dans son droit, on va dire, de shooter. C'est pas le cas. Et tu sais que ça va brasser. Par contre, sur le moment, je te le faisais remarquer dans la patinoire, les arbitres, ils ont jamais vu de hockey, ou bien? Ouais. Ils savent que ça va partir. Quand il y a un truc comme ça, tu sais qu'ils vont venir brasser. Ils ont fait quoi? Ils se sont un peu tirés. Non, tu viens directement autour de Saint-Hilaire, t'enlèves les Allemands, t'évites que ça dégénère. Surtout que t'as décidé de mettre 2 minutes à Saint-Hilaire. Donc si vraiment tu sais que ça méritait parce qu'il y a un comportement antisportif, viens éviter que ça brasse. Mais non, ils étaient là à glander à l'autre bout de la patinoire ou à l'autre bout de la zone, vu que c'était en zone offensive de l'équipe de Suisse. Et là, c'est pas grave, hein, c'est un détail, mais... ça évite que cette scène-là arrive avec les Allemands qui viennent toucher Saint-Hilaire, qui méritait, selon les arbitres, 2 minutes. Du coup, derrière, tu dois pas donner à l'Allemagne l'occasion de venir se faire justice eux-mêmes, les Allemands. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, ça va être le dernier pari sportif de la saison 6 de Colfax, avec ce match contre le Canada à 18h20 samedi en demi-finale. Avant de parler de ce match, parlons des cotes des 4 équipes restantes pour être championnes du monde. Je trouve pas inintéressant. Le Canada et la Suède sont les 2 grands favoris du tournoi à 2,65. Et encore une fois, j'ai un regret avec la Suède à 4,75 avant le tournoi. Mais quoique hier, j'aurais pas fait le mariole à 1-1 contre les Finlandais. Derrière suit la République tchèque à 4,45, puis la Suisse à 5,65. Alors, je te dirais presque que le plus intéressant à l'heure actuelle, comme ça, je dirais que c'est presque les Tchèques. Parce que la cote est plus haute que le Canada et la Suède. Et avec Pasternak, avec Zaka, avec Nekas. Avec Tchervenka. Dans une patinoire, les gardiens sont quand même vraiment solides. À la République tchèque, là, ils battent les Américains 1-0. C'est score de foot, ça suffit. Dans une patinoire complètement folle. Alors, est-ce qu'il y aura forcément de la pression sur les Tchèques? Évidemment, mais... c'est quand même, on l'a noté à maintes et maintes reprises, cette ambiance, et tu le faisais remarquer aussi hier je ne sais plus si c'était dans la voiture ou en zone mixte, mais un petit match contre les Tchèques, parce qu'on ne savait pas encore contre qui la Suisse allait jouer. On se disait, un match contre les Tchèques à 14h20, ça pourrait être quelque chose d'assez impressionnant à vivre tout simplement en fait dans une patinoire. Il y a un moment, ils ont un chant, les Tchèques, qui est ultra entêtant, et ils chantent en chœur et ils sautent, et tu sens vraiment que la patinoire elle vibre, et c'est très impressionnant, je trouve.
Ça donne envie d'aller voir ce premier match contre les Suédois en demi-finale à 14h20 et je serai présent, c'est sûr en fait. Parce qu'on peut pas rater cette demi-finale, j'ai l'impression. En tout cas, même si on doit préparer le match de la Suisse, mais il n'y a pas d'excuse à mon avis. Et j'espère que tu seras aussi présent. Mais ce Canada-Suède, il risque d'être absolument incroyable. Pour parler des... Tchéquie-Suède. Tchéquie-Suède. Canada-Suède, c'est peut-être pour dimanche. On ne sait pas, hein, peut-être en finale pour le bronze, on verra. Les cotes, juste pour le dire, Suède-Tchéquie, la Suède est favorite à 1,95, match nul à 3,55 et les Tchèques à 2,90. On peut prendre ce match d'ailleurs, hein, si on a envie. Canada-Suisse, Canada 1,75, match nul 3,85, Suisse 3,35. Et si tu te dis, j'aime bien le Canada et la Suède favoris, donc je prends ces deux-là, ça peut aussi être une option, pas pour notre pari, mais dans l'absolu. Ouais. C'est 3,41 la mise combinée du Canada et de la Suède qui se qualifie pour la finale. Voilà. Ouais, je trouve que, de nouveau, dans un match comme ça, on en parlera après du Canada, mais comme il y a déjà eu un Suisse-Canada en tour de préliminaire, j'ai l'impression que c'est difficile de battre deux fois le même adversaire. Après, évidemment, on parle du Canada qui est assez impressionnant sans être assez impressionnant. Je ne sais pas comment le dire finalement, mais ils ont ce Dylan Cousins, ils ont d'autres joueurs qui peuvent... comme Tavares, qui peuvent décider d'un match aussi, mais difficile de donner un vrai pronostic maintenant. C'est ce que je te demande depuis 5 minutes, ouais. hein. Un vrai pronostic. C'est difficile sur ce match, parce qu'après il y a aussi évidemment l'envie de voir une finale avec la Suisse, mais est-ce que vraiment la Suisse peut battre ce Canada? Moi je crois quand même qu'à plus de 3, la cote est plus intéressante dans ce sens-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vais partir sur les Tchèques à 2,90. Les Tchèques à la maison. La Suède est pourtant impressionnante, mais la Suède va devoir jouer dans une ambiance hostile. Contre la Finlande, ils n'ont pas été incroyables. Est-ce qu'ils sont capables de faire un meilleur match contre les Tchèques? C'est possible, mais la Tchéquie à 2,90 me plaît beaucoup. Donc moi, ça risque d'être ça mon pari. Vous saurez tout ça sur nos réseaux samedi matin, quoi. Exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors maintenant, on se projette pour cette demi-finale contre le Canada à 18h30. Un adversaire que 18h20, attention. ouais, pardon. Si on commence avec 10 minutes de retard, on aura un petit peu de problème. 18h20 contre un adversaire que la Suisse a déjà affronté, contre lequel elle a perdu 3-2 et elle avait encaissé 3 buts en powerplay. On l'avait mentionné avant avec cette faute de Kevin Fiala qui avait valu 5 minutes, qui avait vraiment déréglé pendant une dizaine de minutes tout le système suisse. Il fallait réajuster les lignes. Enfin, c'était un peu le chenille. Et là, si Kevin Fiala joue tout le match, on peut espérer une issue plus favorable. Ça va être un match forcément où les situations spéciales, on a l'impression, tu le disais avant aussi, hein, le jeu à 5 contre 5, la Suisse n'a pas encaissé depuis... ça fait quoi? Ça fait le tournoi a commencé le 10 mai, et c'était un vendredi, et le match contre les Autrichiens, c'était le dimanche, donc ça fait depuis le 12 mai. Ça va bientôt faire 2 semaines que la Suisse n'a plus encaissé de but à 5 contre 5. C'est quand même assez impressionnant en ayant affronté des vraies équipes. Hein. Ouais, absolument. Donc ça va être aussi une des clés, c'est de ne pas se retrouver en box-play, parce que le box-play qui est suisse, c'est pas très bon. On peut pas vraiment parler de celui contre l'Allemagne parce que c'était pas un box-play, c'est un engagement perdu en zone offensive. Le gars, il se retrouve tout seul 3 secondes et demie après, il envoie, et puis voilà. Mais ça va clairement être une des clés. Et puis une des autres clés, c'est ce Dylan Cousins qui nous a fait tellement mal l'autre jour dans le match du tour préliminaire. Toi, tu connais beaucoup mieux la NHL que moi, mais moi, ce qui m'intéresse dans le parcours de Dylan Cousins, c'est que c'était déjà venu au championnat du monde 2022. Il a mis 7 buts en 10 matchs, 13 points. Et là, il a 8 buts en 8 matchs, déjà 10 points. Et c'est quelqu'un qui marque des buts, on est d'accord, mais il n'en a que 18 la saison dernière avec Buffalo en 79 matchs. Il en a 31 la saison d'avant et 13 celle d'avant. Donc, c'est pas très régulier, son histoire. Par contre, au mondial, il l'est. Il avait fait 7 à sa première apparition et 8 maintenant. Mondial M20 en 2021, il en marque 8 en 7 matchs. Donc oui, c'est un gars qui sait marquer des buts. À ce niveau-là, ça m'a quand même l'air...
un peu excessif et j'espère qu'il va se calmer si possible ce soir-là. Ce samedi soir, on a beaucoup parlé de Connor Bedard. A raison, hein, parce que c'est quand même un nom aussi avec son affinité avec Philippe Kourachev. Connor Bedard, il vit pas un mondial incroyable. Il a extrêmement bien commencé avec 5 buts sur les 3 premiers matchs, avec 6 points sur les 3 premiers matchs. Depuis, il fait 4 matchs sans points. Il a un assist contre les Slovaques. Il a joué 12 minutes. Il a commencé 13e attaquant. Il a fini par jouer un peu plus que les 2 matchs d'avant où il avait joué 10 et 8 minutes. Mais j'aime pas trop faire des comparaisons d'une équipe par rapport à une autre, mais je trouve intéressant quand même de le faire vu qu'on joue le même adversaire qu'en demi-finale en 2018. Et d'instinct, on se dit, ouais, quand même, cette équipe du Canada cette année, elle est vraiment forte. Puis je te lisais les noms des joueurs qui étaient présents en 2018. Ah oui, il y a Connor McDavid qui était là, mais c'est pas le même Connor McDavid que maintenant. C'était quand même une saison à plus de 100 points. Exactement. En 2017-2018, il fait quand même 108 points. C'est sa 3e saison en NHL. Exactement. À ce moment-là. C'était déjà un vrai joueur. On peut pas comparer McDavid avec Bedard de cette année. C'est pas une comparaison. Oui, elle se fait dans le sens où c'est la future superstar du Canada qu'on affronte. Et mes collègues ont déjà fait un article qui a été traduit et je trouve que c'est logique d'en parler. Par contre, de dire que c'est le même joueur, c'est une erreur. À l'époque, il y avait Matthew Barzal des Islanders qui était à plus d'1 point par match en NHL. Il y avait Josh Bailey des Islanders aussi à 1 point par match. Brayden Schenn à 70 points en 82 matchs. O'Reilly, Eberle, Kyle Turris, Nugent Hopkins, Pierre-Luc Dubois, qui pour le coup est de retour cette année. Je trouve que cette équipe, en termes de talent offensif, était presque plus impressionnante que cette année. Ouais, absolument. Elle était plus impressionnante. Mais défensivement, Colton Parayko avait envoyé un plomb quand il y avait 3-1 pour l'équipe de Suisse. Mais c'était la 58e et finalement la Suisse, je me rappelle, on avait eu quand même peur parce qu'il n'y avait pas eu de goal dans la cage vide. Il y avait une réelle pression et tu sais que quand les Canadiens mettent la pression à 6 contre 5, marquer un but, c'est presque un exploit même comme ça, tellement ils ont l'habitude de garder le puck en zone et ils sont vraiment chiants à jouer. Ils n'hésitent pas à aller brasser devant dans le slot. Alors eux, pour le coup... Mais je me rappelle, j'avais pris Vlasic à l'entretien après en zone mixte. Il avait dit c'est intolérable, c'est inadmissible. On ne peut pas perdre contre un adversaire pareil, sous-entendu. Alors, il y avait une forme d'arrogance de dire ouais, on ne peut pas perdre contre la Suisse. Mais la Suisse avait fait son match. Et dans cette équipe de Suisse-là, tu mentionnais Dubois en disant que pour le Canada, il était déjà là. Ça doit être le seul joueur, d'ailleurs, qui était présent aux deux. Et c'est vraiment rare, d'ailleurs, de retrouver un joueur comme ça présent. Alors, tu disais Cousins en 2021, mais il est plus jeune. Et l'équipe de Suisse, par contre, alors, il y avait un certain nombre de joueurs. Il y a les 2 gardiens, évidemment, Berra Giannoni, même si Berra, pour le coup, cette fois, c'est pas très important, étant donné qu'on sait que c'est Giannoni qui défendra le filet, à moins qu'il y ait un tremblement de terre ou qu'il soit blessé, surtout après le match contre l'Allemagne. En défense, on a 3 noms, si je dis pas de bêtises, avec Josi, Fora et Koukan, qui étaient présents. Et puis, en attaque, il y en a un petit peu plus. Niederreiter, Fiala, Andrighetto, Gaëtan Haas, Tristan Chervet. Et je crois que Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui étaient là lors de cette victoire, qui se rappellent de ce qui s'était passé. Et ce qui était assez drôle dans ce match, finalement, c'est que le premier but, c'est Tristan Chervet qui le marque. Il fait une petite feinte et il l'envoie dans la lucarne, un peu à la manière de Berchi, on va dire, contre l'Allemagne. Et les 2 goals suivants, ils viennent en powerplay de Gregory Hoffman et de Gaëtan Haas sur un tir d'Andrighetto. Donc, déjà, le powerplay avait marqué 2 des 3 buts. Et il va falloir très vraisemblablement aussi, parce que je pense que ces situations spéciales, tu peux moins les entraîner et avoir ces réflexes, on va dire. C'est peut-être aussi pour ça que les powerplays sont à plus de 30% pour certaines équipes qui fonctionnent bien, et que les boxplays ont un petit peu plus de soucis en fait, à bien tourner. J'ai comparé les 2 équipes américaines et canadiennes de 2018 et de 2024. L'équipe de cette année est un poil plus jeune que celle de 2018, d'une année, et un poil plus légère, aussi de 2-3 kilos. On est tout en étant un poil plus grande. Donc, j'avais l'impression, quand j'ai vu le match Suisse-Canada dans le tour préliminaire, que c'était un Canada très physique, très robuste. Il n'est pas plus que celui de 2018, en tout cas d'un point de vue morphologique. Ça ne veut rien dire en termes de... Forcément, ça ne veut pas tout dire, disons, en termes d'impact sur la glace. Tristan Chervet n'est pas le plus robuste des bonhommes. Par contre, en termes d'impact physique, il est là.
Mais c'est sur ce point-là, et la Suisse l'a très bien fait contre l'Allemagne, et c'est sur ce point-là justement que j'en parlais tout à l'heure, qu'il y a peut-être quelque chose à les gratter, parce que les Canadiens, ils ne sont pas forcément habitués à être embêtés, surtout sur la scène internationale, avec des adversaires qui vont peut-être un peu trop les respecter, ou un peu plus les respecter, juste parce qu'il y a la feuille d'érable sur le maillot. Il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose à cet endroit-là. Petit détail intéressant, on l'a pas mentionné quand on a parlé du Canada la première fois, le meilleur compteur cette année en NHL de l'équipe canadienne, c'est Brandon Hagel. C'est, pour les amateurs de Swiss League, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'il a quand même un parcours étonnant. C'est un joueur qui a joué 14 matchs lors de la saison 2021, c'était pas si vieux, avec le HC Turgovie, où il a été prêté par Chicago pendant 14 matchs. Honnêtement, j'ai pas suivi le background de ça. Comment ça se fait qu'il était arrivé là? Il y a sûrement eu des articles, ils me sont passés au-dessus de la tronche, hein, j'en doute pas un instant. Ouais, alors. Mais il a 14 matchs, 15 points avec Turgovie, puis il retourne à Chicago et joue avec les Blackhawks, il fait 52 matchs, 24 points, et il finit la saison au Mondial 2021 avec le Canada où il joue 10 matchs. Après, il se fait trader à Tampa, je crois. Oui, après il se fait trader à Tampa, mais il gagne quand même au passage la médaille d'or avec le Canada. Donc il commence la saison à Turgovie, il a fini avec la médaille d'or mondiale avec le Canada. Je trouve que c'est une histoire assez jolie. Et il se retrouve là du coup avec cette équipe canadienne en étant un scoreur à près d'1 point par match en NHL. Et je trouve que c'est quand même particulier, il a 25 ans. Et là maintenant il a un contrat à plus de 6 millions avec Tampa où il a signé jusqu'en 2032. Mm-hmm. C'est vraiment une trajectoire extraordinaire, je trouve, de Brandon Hagel qui est passé de Turgovie à leader du Canada, parce qu'il a 6 points en 8 matchs, 3 buts, 3 assists, donc il fait clairement le job. Saison avec Tampa, 75 points, 26 buts, 49 assists. C'est un vrai joueur, quoi. Et je me réjouis de le voir aussi jouer face à cette équipe de Suisse et voir ce qu'il est capable d'apporter. Je pense pas qu'il y avait de ses coéquipiers à Turgovie qui sont présents dans l'équipe de Suisse. La 2020-2021, il faudra alors quelqu'un qui a été prêté peut-être pour... Non, c'est impossible. Impossible. Il était avec Jonathan Eng par contre. Ouais. À Turgovie qui fait 12 matchs, 12 points cette saison-là, là-bas. Et voilà. Bref, on a trop parlé de chez Turgovie dans cet épisode, je pense. Toi, dans les pronostics, tu disais que tu savais pas trop dans quelle direction ça partait. Tu as un bon sentiment avant ce match? Ouais, dans le sens où j'ai de la peine à me dire qu'une équipe se fait battre 2 fois par le même adversaire, en fait. Tu as appris, tu as vu ce qui s'est passé, il y a eu des circonstances. La Suisse, pour faire un tout petit peu d'historique aussi, ça va être la 5e demi-finale de son histoire. Je voulais écrire à la base la 5e demi-finale depuis 1992, en me disant, oh, voilà. Puis j'étais regardé avant, et en fait, l'introduction du format quart de finale, qui a un peu évolué après, mais l'introduction du format quart de finale, c'est en 92. Donc, en fait, avant, c'était des poules, et Ouais, exactement. Et avant, tu pouvais pas aller jouer en demi-finale. Tu pouvais être 2e, médaille de bronze ou titré, mais simplement parce que tu avais gagné des matchs de poule ou de round robin. Donc, ça fera faire la 5e demi-finale de son histoire. Elle a perdu les 2 premières, en 92 et en 2000. C'était quoi ? En 98, en Suisse, contre la Suède. Elle a gagné les 2 suivantes. C'était contre les Américains et contre les Canadiens. Alors, de nouveau, on pourrait se dire, tiens, c'est plutôt une bonne chose. Contre les Tchèques ou les Suédois en demi-finale, franchement, je ne sais pas si c'est l'adversaire idéal, mais je me dis qu'il y a clairement quelque chose à faire. C'est pas impossible. Puis toi ? Alors, j'étais prêt à avoir totalement tort, hein, mais j'étais très confiant par rapport à l'Allemagne, ça c'est vrai. J'étais très confiant et j'avais vraiment l'impression que cette équipe de Suisse allait s'imposer. Je l'ai dit à qui veut bien l'entendre. Tu disais on va les défoncer. Ouais, là, j'exagère toujours un peu dans la... Oui, mais c'était Bruno Solo dans Kaamelott. C'était on les défonce. Exactement. Là, je suis un petit peu moins convaincu parce que j'ai vraiment l'impression que ce Canada est assez fort. Je pense vraiment qu'il est plus homogène que celui de 2018. Il y avait peut-être moins de talent offensif, mais défensivement, j'ai l'impression qu'il est vraiment solide. La question, c'est au but. J'ai pas trouvé... C'était Binnington qui a joué contre l'équipe de Suisse le match d'avant. Il a quasi tout joué avec le Canada. Il a 6 matchs. C'est solide, Binnington. C'est solide. C'est un gagnant qui est... Saint-Louis Blues. Qui est à Saint-Louis, il a une 30aine d'années, il a de l'expérience. Si je dis pas de bêtises, il a une Coupe Stanley. Il a une Coupe Stanley, absolument.
avec Saint-Louis. Donc, difficile de... En face, on a Leonardo Giannoni avec ses 7 titres de champion de Suisse, sa médaille d'argent de 2018, mais l'autre, il a une Coupe Stanley. Donc, c'est quand même... Donc ça peut aussi te faire la différence sur une... Sur des séries avec Saint-Louis. En plus la Coupe Stanley, il joue la Coupe Stanley, il joue tous les playoffs, il a 26 matchs de playoffs, donc il a gagné lui en tant que gardien la Coupe Stanley sans rien enlever au mérite de la carrière de David Abicher par exemple, c'est pas la même. Là où lui il est vainqueur de la Coupe Stanley en tant que gardien titulaire, donc c'est vrai que ça peut vite te faire la différence dans des matchs à gros enjeux, et c'est peut-être là où je pourrais voir d'avoir une petite crainte. Ce sera lui devant le filet très probablement. Je pense vraiment que contre la Suisse il n'avait pas été extraordinaire, il peut faire beaucoup mieux aussi, il step up, je pense qu'on peut avoir un petit problème, donc là je ne serais pas prêt à mettre de l'argent sur l'équipe de Suisse qui bat le Canada, je dois t'avouer. Ça va être difficile. C'était le but de Leffel qui est le 2-1 là où Binnington il a l'air d'être un petit peu aux fraises pour le coup, si on peut dire ça. Je sais pas où il est parti, clairement. Il allait faire un tour et il s'est retrouvé à 2 mètres du puck au final, sur un petit but de hockey quand même, et il se retrouve aussi loin, c'est assez étonnant. Donc mais ouais, je serais pas loin si je devais mettre un pari absolument avec le couteau sous la gorge, je pense que je mettrais le Canada. Après, il y a aussi peut-être l'envie de pas être déçu. Ouais. Non, mais c'est le Canada, c'est sûr. Mais difficile, ça va être compliqué. L'équipe de Suisse a par contre tout pour bien faire. On a une équipe qui est homogène. On a une ligne offensive ultra dominante qui est offensivement meilleure que ce qu'il y a dans l'équipe du Canada, avec un Nico Hischier, un Kevin Fiala et un Niederreiter qui sont excellents, hyper complémentaires. Et on peut avoir tendance à se dire que c'est aux autres, aux joueurs de la suite du contingent de faire la différence parce qu'eux ils vont être muselés, mais je pense que si la Suisse veut s'imposer, il va vraiment falloir que cette équipe soit extraordinaire, cette première ligne soit extraordinaire, et que Romagnosi monte un peu le niveau, fasse vraiment un gros match, parce que là ces derniers temps il était un peu en pilote automatique, il a eu moins d'impact sur le jeu, mais il n'a peut-être pas eu franchement plus besoin que ça, il était aussi bien contrôlé, il était souvent vite checké. Surveillons son premier shift dans le match contre le Canada. C'est déjà arrivé l'autre jour où au premier shift, quelqu'un est venu directement essayer de lui mettre un gros check. Et je pense qu'ils vont essayer de vouloir lui faire mal. Et ça va être un challenge aussi pour Romagnosi d'éviter les coudes et les coups de genoux et d'éviter les charges adverses. S'il y parvient, là, il y a peut-être moyen d'aller gratter quelque chose. Giannoni est solide. On a un gardien qui tient la route. On a une défense qui est bonne. Ce jeu à 55 qui est très bon. S'il n'y a pas de pénalité, il y a quelque chose à aller chercher. Et je ne sais pas si on va finir là-dessus, parce qu'on a à peu près fait le tour. Je voulais juste quand même revenir et discuter avec toi d'un petit truc qui me chatouille finalement et qui remet pas en cause ce qu'on peut dire de la NHL, mais de voir Philippe Kourachev passer de joueur de première ligne à descendu dans l'alignement, à 13e attaquant, à surnuméraire. Je trouve que c'est quand même assez dur, mais à la fois assez intéressant de la part de Fischer de se dire, écoute, c'est pas parce que t'es NHL que je peux pas te sortir puis que t'as un passe droit. Ma foi, produit. Je dis pas qu'il a mal joué, mais à un moment, on parlait de Connor Bedard en disant qu'il avait été aussi 13e attaquant, qu'il jouait quelques minutes. Et puis finalement, il se retrouve... Kourachev, c'est un peu une énigme sur ce championnat du monde. Mais est-ce qu'il ne va pas nous le relancer contre le Canada ? Parce que je ne serais vraiment pas surpris. Sur ce match contre les Allemands, qui était une force offensive, la meilleure du tour préliminaire, est-ce qu'il a voulu 8 défenseurs en se disant « ouais, on n'est jamais trop prudent ». Fora a quasi pas joué. Donc est-ce que vraiment tu n'as pas intérêt à avoir un atout supplémentaire offensivement avec un Philippe Kourachev qui peut quand même être un joueur capable de faire une certaine différence à un moment ou à un autre ? Je ne serais pas surpris de le voir sur la glace. J'ai aucune indication dans ce sens-là. On n'a pas d'entraînement aujourd'hui, donc on n'en saura pas plus. Donc, à voir. Mais tu as raison, c'est intéressant et c'est aussi un choix assez courageux de la part de Patrick Fischer d'avoir décidé de le laisser en tribune. Bon, un épisode de plus aura lieu. On ne sait pas quand ce sera probablement lundi quand on rentrera, parce que lundi, on va partir aux aurores pour la Suisse. On va pas s'en plaindre, mais on sera très tôt en Suisse, donc on aura le temps de faire un épisode, je pense, dans la journée de lundi. D'ici là, on est à disposition pour répondre à vos questions, pour écouter vos remarques, c'est toujours intéressant. Et puis pour ceux qui font le voyage de la République tchèque pour venir
au match si vous avez de la chance, ou ne serait-ce que pour vivre l'expérience de l'extérieur, profitez bien, ça va être chouette. Je pense vraiment qu'il faut bien en profiter. Tu te demandes pour qui sera le public. Je me posais la question, est-ce que les Tchèques vont soutenir quand même la Suisse en se disant on veut pas que ce soit le Canada qui passe? Je te dirais que ça dépend. Bon, s'il y a déjà 10 000 Suisses dans la patinoire, on va être avancé. Vu que les Tchèques vont pas jouer en face, ils auront joué l'après-midi, il y aura peut-être plus de billets en vente pour les éventuels Suisses qui vont faire le voyage. Nous, on n'a pas de billets en vente. Si parmi nos auditeurs, vous avez des billets à vendre, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on fait volontiers le relais. On n'a pas que ça à faire, mais si on peut aider, on essaie de le faire. Mais je pense que là, ça va être plus simple à trouver. Disons que... Je pense que ça veut aller. Mais si la Tchéquie passe l'après-midi, je peux imaginer qu'il soit tout à fait pour les Suisses, les Tchèques, tu vois. Parce que de jouer la Suisse ou le Canada, ils auront vite choisi. Exactement. Profitez bien des matchs du week-end. Il y en aura encore 2 pour ce championnat du monde en Tchéquie. Donc profitez bien et à bientôt. À bientôt.